Le sexe est partout dans notre société. Pourtant, au moins 1% de la population n'a jamais eu envie de sexe. Pression, couple et bébé, bienvenue au pays de l'asexualité. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Aline Laurent-Maillard pour parler de l'asexualité. Salut Aline. Bonjour. Je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste spécialisée sur la place des personnes LGBT dans la société. Et LGBTQ+. LGBTQ+, dans la société et la pop culture, effectivement. Et tu es la créatrice du podcast Free From Desire, où tu racontes comment tu as compris, puis assumé que tu es asexuel. Pour commencer, j'imagine que 90% des auditeurs doivent se poser la question, ça veut dire quoi être asexuel ? Alors, je vais commencer en t'embêtant et en te disant que c'est pas exactement ce que tu as dit en intro. Ah, bah parfait. Être asexuel, c'est ne pas ressentir ou ressentir peu d'attraction sexuelle, donc vers autrui. Donc, ça veut pas nécessairement dire que t'as jamais eu envie d'avoir des rapports sexuels. Ça veut juste dire que quand tu vois quelqu'un, t'as pas envie de coucher. Enfin, quand tu vois quelqu'un qui te plaît, quoi, t'as pas envie de coucher avec elle. Donc, tu peux être attiré par une personne pour plein de raisons. Il y a plein de types d'attractions. Ça peut être romantique, ça peut être intellectuel, ça peut même être physique. Par exemple, l'envie de faire un câlin sans coucher à cette personne, l'envie de se toucher sans avoir envie d'avoir de rapports sexuels. Donc, on peut être attiré par des personnes autrement que sexuellement. Et on peut aussi avoir du désir sexuel qui ne soit pas lié à une personne en particulier. Ça veut dire, on peut avoir, être excité le matin en se réveillant, parce que, parce qu'on a la trique, parce que c'est le moment du cycle, si on a un cycle menstruel, parce que juste l'ambiance est excitante, parce que on est en train de lire un livre et ça, l'ambiance crée quelque chose. Voilà. Yes. Donc concrètement, si je comprends bien, t'as jamais fantasmé sur quelqu'un, sur une star, sur un prof, sur un camarade de classe ou dans la rue. Non, voilà, je comprends vraiment pas les gens qui me disent ça. Quoi. Je suis là genre, comment ça, t'as eu envie de coucher avec telle personne, tu t'es imaginé. Moi, ça me rend dingue ça. Les gens qui s'imaginent coucher avec des gens dans leurs rêves ou dans leurs fantasmes, quoi. Et je suis là genre, c'est absolument dingue pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très propre à la sexualité. Et c'est ça qui fait la différence avec des personnes qui me disent parfois oui, moi j'ai pas envie de sauter sur la première personne que je croise. Oui, toi tu réponds moi sur aucune en fait. Non, mais même parce que il y a aussi cette idée de spectre de la sexualité, comme on a un spectre de la bisexualité, de l'orientation sexuelle. T'as des personnes qui vont dire parfois dans certaines occasions j'ai envie de rapports sexuels. Alors parfois c'est juste avec une seule personne. Elles sont amoureuses de leur partenaire et elles ont envie juste avec leur partenaire. Parfois c'est juste dans une certaine circonstance. Donc c'est pas tellement que je leur réponds pas tellement que moi c'est jamais, c'est le cas. Mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, déjà, les personnes qui me disent ça, en fait, il y en a beaucoup qui, après coup, m'ont dit, en fait, j'ai réalisé que j'étais asexuelle. Donc déjà, si vous trouvez que ce que je vous dis, ça vous semble normal, peut-être que vous êtes asexuel. Ou sur le spectre de la sexualité, et c'est tout à fait cool, il y a pas de problème sur ça. Mais surtout, la grosse différence, moi, pratiquement toutes les personnes asexuelles à qui j'ai parlé, ou demisexuelles, ou grisexuelles, le gros point commun, c'est qu'on ne s'imagine pas avoir des rapports sexuels quand on rêve, quand on s'imagine. Et on n'imagine pas de personne non plus, en fait, dans nos rêves. On peut avoir des rêves érotiques, mais il n'y a pas de tête qui est accrochée à ces personnes. Il n'y a pas de personnalité. C'est juste quelque chose de sexuel, mais qui n'est pas lié à une personne. Okay. Et c'est vraiment ça, la différence. Ok. Évidemment, c'est dur à expliquer parce que c'est l'absence de quelque chose. Donc, tu définis forcément un peu par la négative. Mais par contre... un peu comme, je sais pas, le fait d'avoir un corps gros et la grossophobie, là, il y a la sexualité et les normes sociales et la pression qu'on peut te mettre par rapport à ça. Toi, en grandissant, déjà, tu sentais que... on te faisait sentir plutôt que tu étais un peu différente. Et par exemple, tu racontes qu'en arrivant au collège, avant, il n'y avait pas spécialement de problème, mais là, avec tes copines, tu joues moins à la corde à sauter. Maintenant, les filles, elles parlent des garçons, de la classe qui leur plaisent, ou alors de DiCaprio, qui est trop beau. Est-ce que c'est là que tu commences à sentir ou à ce qu'on te fasse sentir inconsciemment que t'es différente? Je pense que j'étais différente à plein de niveaux différents. Et donc, je saurais pas dire exactement c'est parce que j'étais asexuelle que je me suis sentie différente des autres. Ouais. Mais c'est sûr que ça y a beaucoup contribué. Ce qui s'est passé au collège, c'est que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler de garçons et de filles.
et que la différence qu'il y avait entre les garçons et les filles, la séparation qu'il y avait en primaire, elle est passée à quelque chose d'autre, peut-être de plus imperméable encore, et de plus sexuel, en fait, tout simplement. Alors, à l'époque, en collège, en primaire, on parle pas, enfin, au collège, au petit collège, quoi, 6e, 5e, bien sûr qu'on parle peu de sexe, même si on en parle, évidemment, mais on parle pas de sexe rarement comme si on voulait avoir des rapports sexuels. Mais on parle de se mettre en couple, de s'embrasser, ce qui est plus ou moins la même chose. Et on dit beaucoup ça aussi aux ados. Ah, mais vous avez vos hormones en ébullition, tout ce genre de choses. Moi, j'ai jamais eu les hormones en ébullition. J'ai jamais eu envie d'embrasser quelqu'un dans ma classe. Je me suis jamais intéressée à ça. Et c'est vrai que socialement, ça isole. Et dans le podcast, j'interviewe, dans mon podcast Free From Desire, j'interviewe la sociologue Gabrielle Richard, qui a écrit un livre qui s'appelle Hétéro, l'école, point d'interrogation. Et dedans, elle explique très bien, en fait, à quel point l'école est un lieu de socialisation. Et les enfants apprennent à être hétéros. Et c'est hyper important de jouer le jeu d'être hétéro. Et encore une fois, je pense qu'il y a énormément de personnes, qu'elles soient asexuelles ou pas, qui ont déjà fait semblant d'avoir un crush ou qui ont exagéré un crush parce que ça leur permettait de socialiser avec les autres personnes, de dire « Oh mon Dieu, je suis trop amoureuse de un tel ». Et ça, c'est quelque chose du coup qui est hyper important, de jouer l'hétérosexualité, de coller des images de garçons quand on est une fille, pour t'intégrer, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, tout ça, c'est un grand spectacle qu'on met en scène pour s'intégrer. Et ça, c'est hyper important de bien voir, en fait, que l'hétérosexualité et la sexualité en général, mais la sexualité est toujours hétéro, en fait, dans notre société, même si elle est plus ouverte aujourd'hui sur les questions lesbiennes, gays et bi, elle est politique. C'est quelque chose qu'on construit, en fait. Et donc, dès qu'on n'arrive pas à jouer le jeu, eh ben, on se trouve dans la merde. Alors, quand on est gay, bi, lesbienne, on est toujours dans le jeu de la sexualité. Donc, c'est un peu plus compris. Et puis, ça a toujours été su que les gens faisaient ça. Alors que les personnes asexuelles, eh ben, elles en ont peu parlé et elles ont peu été visibles puisqu'elles n'avaient pas à se diriger vers quelqu'un, à briser les lois, les règles pour s'épanouir, en fait. Ouais. Leur épanouissement, c'était juste de pas se forcer, même si c'est très problématique parce qu'on sait à quel point il y a une pression à ce que les gens en couple aient des rapports sexuels. Et on pourrait parler longuement encore du viol conjugal et de l'obligation conjugale qui est toujours très ancrée dans notre société. C'est quelque chose qui reste de l'intime, en fait, qui reste à l'intérieur du couple et dont on parle assez peu. Ouais. Donc, c'est encore moins visible que l'homosexualité et la bisexualité. Ensuite, au lycée, comme les relations amoureuses et sexuelles t'intéressent pas, on commence à t'exclure, en fait, parce que on te trouve, entre guillemets, bizarre. Et toi, j'imagine que, tu te dis, t'as l'impression d'être en retard parce que t'as pas encore fait l'amour. Pourtant, t'as eu un copain, je crois, au lycée, non? Ouais, ça a duré 3 jours. J'étais très fière de moi. Quand je regarde tout ce que j'écrivais à mes copines à l'époque, effectivement, il y avait ce sentiment que j'étais différente des autres. Je me voyais juste comme étant un peu en retard ou un peu plus compliquée. On me disait que j'étais un peu difficile, quoi, que j'exigeais trop, que j'avais... Mais bon, comme j'étais un petit peu bizarre, en règle générale, sur les normes, je me disais, moi, mais non, mais c'est juste que t'es un peu bizarre, donc t'as besoin de trouver quelqu'un qui est un peu bizarre. Et pour l'instant, t'as pas trouvé cette personne un peu bizarre. Donc, je pensais que j'étais un peu difficile, tu vois, que j'étais un peu trop exigeante. Mais pour autant, je me suis quand même dit, moi, j'ai quand même grandi à l'époque American Pie. Et je pense que les choses ont un peu changé, mais pas tellement. Et il y a toujours cette idée qu'il faut avoir perdu sa virginité, comme on dit, avant de rentrer, de passer son bac, quoi. Donc effectivement, j'ai quand même cherché à être en couple et j'ai trouvé quelqu'un et ça a duré 3 jours. Et au bout de 3 jours, je me suis fait, alors on dirait aujourd'hui que je me suis fait ghoster, et notamment parce que j'étais tellement mal à l'aise, je savais tellement pas quoi faire, pas tellement par stress, mais juste parce que ça ne me venait pas naturellement, je savais pas. Je savais ce que je devais faire, se tenir la main, s'embrasser, etc. Mais j'y arrivais pas physiquement. Voilà, j'en avais pas envie. Et donc il a fini par me ghoster parce que je pense que notre relation était juste pas très agréable et un peu chelou, quoi. Mais en même temps, ça doit être hyper dur si comme la quasi-totalité des gens, tu connais pas le concept d'asexualité. Tu sais pas à quoi qu'est-ce que ça fait de ressentir des désirs amoureux ou sexuels, et du coup tu peux vachement confondre des trucs de peut-être que là j'ai un peu les mains moites, peut-être que ça veut dire que je suis amoureuse, peut-être que déjà les gens qui sont pas asexuels, ils sont pas sûrs quand ils sont amoureux ou quand ils ont du désir. Alors si toi, si en plus t'es jeune, t'as jamais vécu ça, c'est hyper dur forcément que tu te dis mais non, ça, à ce moment-là, j'ai ressenti un peu des palpitations. Ça tu mets le doigt sur exactement le problème, en fait.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à savoir qu'elles sont asexuelles ou qu'elles sont aromantiques. Parce que tu parlais de désir romantique, il y a la chose similaire qui se passe au niveau de l'attraction romantique. Parce qu'on peut du coup avoir des sentiments amoureux mais pas de désir sexuel et inversement. Et inversement. C'est hyper compliqué et personne ne l'explique. Et en général, on dit « Ah bah tu le sauras, quand tu le ressentiras ». Personne, en fait, et même moi, c'était un gros problème qu'on avait avec ma productrice quand on faisait le podcast. Il y a très peu de mots, même dans la langue française, qui permettent d'expliquer ce que c'est que le désir sexuel. Et on en parle très peu. Et c'est pour ça que c'est très difficile, en fait, de savoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis tant de temps. Parce que je me suis dit, peut-être que je le comprends mal. Peut-être que ça, c'était du désir sexuel. Et j'ai mis longtemps, en fait, à comprendre, à analyser les situations, à me dire, ah non, alors là, t'avais confondu quelque chose. Et justement, sur cette histoire de crush, quand j'étais au collège, j'ai cru que j'avais eu un crush. Et très longtemps, moi j'ai eu plein de crushs, mais j'étais tout à fait consciente de les avoir inventés. Même en primaire, je m'étais inventé un amoureux parce que tout le monde me demandait qui était mon amoureux. Donc je m'étais inventé un amoureux, Adrien. J'étais hyper à fond sur le délire. J'avais renommé ma peluche, genre ma peluche, celle que mon père m'avait apportée à la maternité, celle avec laquelle je dormais, je l'avais renommée Adrien. C'est dire à quel point j'étais sérieuse pour faire croire à tout le monde que j'avais vraiment un crush sur Adrien. Mais je savais, moi intellectuellement, je savais que c'était faux. Oui. Et il y en a eu un où je me suis dit, voilà, c'est bon, t'as eu un crush, tout va bien. C'était entre l'été, entre la 4e et la 3e, je me suis dit, c'est bon, je suis comme tout le monde, j'ai eu un crush. Bien plus tard, à la trentaine, quand j'ai réalisé que un crush, ça faisait pas beaucoup et que j'étais probablement aromantique, en plus d'être asexuelle, j'ai en fait repensé à cette relation, après avoir notamment lu beaucoup de choses sur ce mélange des attractions, et j'ai réalisé qu'en fait, c'était juste une attraction amicale, mais presque sociale, d'acceptation. Je trouvais cette personne cool, je trouvais qu'elle représentait qui je voulais être, et j'avais envie qu'elle m'accepte. Et donc, j'avais confondu les deux, et on peut être jalouse amicalement aussi, on peut être jalouse pour plein de raisons. Et j'avais aussi lu quelque chose qui était hyper intéressant, c'était sur les relations avec les profs, des étudiants avec les profs. On a tendance tout de suite immédiatement à dire cette personne est amoureuse de son prof, ce prof est amoureux de cet élève, c'est malsain. On a complètement oublié qu'il pouvait y avoir des relations de mentorat, mentoré, notamment. Oui, et ça, ouais, voilà. Et en fait, tout ça, c'est hyper négatif parce que ça gâche plein de relations. Et le fait de mettre de la sexualité partout, ça empêche des relations, de dire que nécessairement une relation homme-fille, enfin garçon-fille, ça doit être une relation de désir sexuel. Ça empêche les amitiés d'avoir lieu. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas cru que j'étais amoureuse de Édouard, donc ce fameux garçon cet été de la 4e à la 3e, et que j'avais juste réalisé que j'avais juste envie d'être sa pote. Peut-être qu'on serait toujours potes à l'heure actuelle. Comme tous les mecs qui croient qu'ils peuvent pas être potes avec des filles, quoi. Exactement. Et de même qu'on peut penser aussi aux relations étudiants-profs. Alors, c'est très délicat, bien sûr, parce que il faut réussir à contrôler les relations qui sont problématiques et qui sont néfastes, toxiques, etc. Mais il y a tellement de relations entre des adultes aussi, entre adultes et enfants, qui sont gâchées parce qu'on imagine que nécessairement une des deux personnes a une attirance sexuelle derrière. Et sur la question de ton premier crush, en plus, j'imagine que tu devais être trop contente de l'avoir et que t'es là, enfin, je suis soulagée, je suis comme tout le monde et ouf, ça y est, ces années-là, c'est derrière moi. Et donc, t'as en plus un biais à croire que ce que tu ressens, c'est vraiment du complètement, parce que tu le veux, en fait. Tu le veux, et c'est ce que j'explique dans tout le podcast, c'est la pression de la société à nous faire croire que le bonheur vient par le couple, et par un couple qui serait sexuellement épanoui. Alors, quand on sait que c'est sexuellement épanoui, ça veut dire qu'il y a des rapports sexuels, c'est peut-être un peu moins le cas avant, mais il y a eu une période où vraiment on avait des études sexuelles, des études de sexologues non-stop sur un couple heureux à 3 rapports sexuels par semaine. Alors, faut vraiment... c'est faux sur 36 000 façons, parce que ça s'intéresse à une moyenne, à du déclaratif, qui a vachement de pression à dire qu'on a beaucoup de rapports sexuels. Ça prend pas en considération le fait qu'il y a des couples qui ont énormément de rapports sexuels. Alors moi, j'ai des amis qui me disent qu'elles couchent tous les jours. Après 15 ans de relation, je suis là genre... Qu'est-ce qui vous prend? Ça doit être épuisant. Et d'autres qui n'en ont jamais. Ça cache aussi toute la qualité des rapports sexuels. Il vaut mieux en avoir peu et en avoir bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de rapports sexuels et qui n'ont pas de bons rapports sexuels. De même que si on ne sait pas ce que c'est le désir sexuel, on ne sait pas qu'on n'en ressent pas. La même chose peut être dite de l'orgasme, la même chose peut être dite du plaisir sexuel.
il y a vachement de pression, il y a vachement de mots sur des choses en fait que les gens ne connaissent pas réellement parce qu'on a du mal à les définir. Et c'est tabou. Et les gens en parlent, disent rarement la réalité aussi. Oui. Moi, je vois, comme je parle très librement de ces choses, de mes expériences qui ont généralement été mauvaises, mais parfois de mes expériences qui ont été bonnes. Hein. J'ai parfois eu des bonnes expériences sexuelles. Et qu'en plus, je dis que je suis asexuelle, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de leur vie sexuelle. Et beaucoup de gens qui me disent « j'ai jamais dit ça avant ». Et je vois très bien que ce que me disent les gens n'a rien à voir avec ce qu'on voit généralement dans les médias. Et encore une fois, on a un moment un peu atypique dans notre histoire où les langues se délient, et c'est génial. Mais les langues se délient déjà beaucoup chez les plus de 30 ans. Chez les adolescents, les langues se délient pas tellement, par exemple. C'est le moment où tu veux te conformer. Exactement. Et les médias, en fait, les jeunes n'ont pas non plus beaucoup de médias vers qui se tourner. Puis il y a cette gêne aussi autour de ça, donc on n'a pas forcément envie de s'informer. Donc à moins qu'on sente vraiment qu'on est bizarre et qu'on aille à la recherche d'informations, il y a peu de choses qui sont facilement accessibles. En fait, les ados tombent rarement sur de l'information qui leur dit la sexualité, ça existe. Un mec doit pas te faire ci, toi aussi tu existes, toi aussi tu importes, ton plaisir importe. Donc voilà. Trop intéressant. Du coup, après le lycée, un peu plus tard, tu arrives en école de commerce et donc là, la pression monte d'un cran. Les gens parlent que de ça. Si tu fais pas l'amour, t'es un loser, t'es le mec de 40 ans toujours puceau, tu te dis. Mm-hmm. Et donc en école de commerce, là, soit on te méprise parce que t'as pas fait l'amour, soit on te donne carrément des conseils alors que t'as rien demandé, quoi. Quel conseil pourri est-ce qu'on t'a donné? Alors déjà, je pense que en école de commerce particulièrement, en règle générale, on parle pas de faire l'amour. C'est très mignon quand tu dis faire l'amour, mais on parle de baiser, d'avoir des rapports sexuels, de faire du sexe. C'est quand même deux choses qui sont très différentes, et je pense que ça contribue aussi à l'invisibilisation de la sexualité et de la romantisme, hein, parce que on fait rarement l'amour. Faire l'amour, effectivement. On fait rarement l'amour. Hein. On a des rapports sexuels, même quand on est amoureux. C'est généralement parce qu'on a envie de baiser et pas parce qu'on est amoureux. Enfin, en tout cas, c'est la perception que moi j'en ai. Les choses sont un peu différentes, quoi. Bref, à ta question, moi, on m'a dit plein de trucs à cette période, effectivement, où je suis passée de... Avant, j'avais l'impression d'être en retard, alors que je l'étais pas réellement selon les statistiques, à... je suis réellement en retard, en fait. Sur l'âge de ta première fois, tu veux dire? Ouais, enfin, si on part du principe qu'il y a un retard, hein, parce que moi, j'irais juste chacun prend son temps ou pas son temps, mais voilà. Mais en tout cas, là, statistiquement, j'étais après la moyenne d'âge. Moi, ce que j'ai réalisé en école de commerce aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de rapport sexuel et qui ne le disaient pas. Moi, j'avais ce mauvais défaut ce bon défaut de toujours tout dire et de pas avoir de filtre. Et donc, du coup, je le disais quand les gens nous disaient, par exemple, je me rappelle, on avait des interviews pour rentrer dans les assos. C'était dans une école de commerce un peu particulière où tu peux pas rentrer dans une asso, il fallait que tu passes des interviews. On te demande ça en interview, hein. Et bah ouais, pratiquement toutes les interviews, ça tournait un peu sur le sexe. C'est vraiment l'ambiance grivoise de, je sais pas, des questions comme c'est quoi l'endroit le plus atypique où t'as eu des rapports sexuels. Et on est vraiment passé d'un moment au lycée où on te demandait un peu ce que t'avais fait. C'est pas comme ça dans mon école. Bien sûr, toutes les expériences sont différentes, mais il y a des milieux où vraiment on parle énormément de cul, et par exemple les milieux militaires aussi. Enfin voilà, il y a des milieux où on parle beaucoup de cul, il y a des âges où on parle beaucoup de cul, et il y a des métiers plus tard où on en parle beaucoup aussi, même quand on a 40 ans passés. Et c'est vrai que voilà, après le lycée, on arrête de dire qu'est-ce que t'as fait pour dire comment tu l'as fait. C'est quoi ta meilleure expérience, ta pire expérience, t'as eu combien de partenaires. On est plutôt dans ce genre de réponse où en soirée, si t'as beaucoup bu. Même à l'âge adulte, hein, moi ça m'arrive souvent, plus de 30 ans passés, d'arriver dans des soirées, dans des maisons avec des petits jardins qui appartiennent aux gens qui parlent de ça. Je veux dire, t'es pas chez tes parents, quoi. Je veux dire, c'est des gens établis et tout. Et entre adultes, entre deux discussions sur les enfants, quelqu'un va parler d'une fois où elle a essayé je ne sais quelle pratique nouvelle, je ne sais quel truc. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on parle toujours beaucoup de sexe. Si c'est un contexte... Voilà, mais on parle toujours beaucoup de sexe. Ouais. Et du coup, pardon, c'était quoi les conseils pourris qu'on te donnait pour... Ouais, et donc voir te forcer un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, à partir de cet âge, moi, mes potes, ils m'ont jamais fait de trucs parce que mes potes étaient cool, jamais fait de réflexion. J'étais comment ils pensaient que j'allais y arriver. Aucun m'a dit tu devrais rien faire si t'as envie de rien faire, mais personne ne me poussait, quoi. Ouais. En revanche, les gens que je connaissais à peine, eux, ils y allaient de leurs questions, c'était solide, quoi. Genre c'est leur quête de leur vie, quoi, alors qu'ils te connaissent pas, quoi, genre. Ouais, exactement. Alors t'as un mix de gens qui pensent que il faut me réparer
et un mix de gens qui pensent que t'as aussi les gens juste qui pensent qu'il faut pas me parler parce que forcément j'ai pas eu de rapport sexuel donc je suis chiante, donc je vais les juger pour leur vie sexuelle parce que encore une fois le sexe est tabou, donc on a tous presque tous un peu du mal avec notre rapport à la sexualité et on se sent jugé rapidement parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Donc il y a ceux qui juste se sont cassés et m'ont dit en gros m'ont fait sentir et pareil avec d'autres personnes, hein, c'est des témoignages qui ont été communs à plein de personnes. En gros, on veut pas de toi, on veut pas traîner avec toi parce que tu vas nous juger. Nous, on parle de sexe tout le temps, donc on n'a pas envie que tu sois dans les parages. Celles et ceux qui voulaient me réparer et celles et ceux qui voulaient m'aider réellement parce que elles avaient eu du mal avec leur vie sexuelle et du coup elles disaient il faut que je t'aide parce que moi depuis que ça va mieux sexuellement ma vie est trop cool et je suis ravie pour elles. Mais bon, voilà, chacun fait comme elles veulent et donc moi j'ai eu il faut te forcer, prends le premier venu, il faut que tu apprennes d'abord à te masturber. Ah mais tu sais moi je fais ça pour me masturber. Enfin vraiment j'ai eu tout. Parfois de gens que je rencontrais genre dans la soirée quoi. C'était hyper étrange. Et puis du coup à un moment j'ai fini par avoir des rapports sexuels à la fois par curiosité pour savoir ce que c'était, à la fois parce que je me disais là si j'ai pas de rapport sexuel avant de tu vois de rentrer dans le monde du travail, c'est bon je serais perdue pour jamais quoi, plus jamais je pourrais remonter la pente. À la fois parce que j'avais envie en fait vraiment d'y arriver parce que tout le monde me disait c'est incroyable, c'est le meilleur truc de ta vie, la vie sans sexe, moi je n'y arriverai jamais. Hein, c'est Joey dans Friends qui dit tu veux quoi, la bouffe ou le sexe? J'étais là genre enfin c'est genre ça a l'air intense quoi. Les gens ont l'air d'être intenses sur le sexe. Donc voilà, il y avait tout plein de raisons pour lesquelles j'ai eu envie de rapports sexuels. Et en fait, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai eu énormément de rapports sexuels où je me suis forcée, qui étaient mauvais et qui m'ont rendu traumatisme. Mais le tout premier rapport sexuel que j'ai eu, il était super cool en fait avec quelqu'un que j'ai vraiment par qui j'étais vraiment attirée, ni romantiquement ni sexuellement. Ça, je l'ai compris plus tard. Mais juste, j'avais envie de me rapprocher de cette personne et j'avais envie qu'on se fasse des câlins, quoi. Ouais, tu racontes que t'avais prévu plein d'excuses pour justifier le fait d'être vierge et le mec, il s'en battait les steaks. Rien à faire, quoi. Il était juste là, genre, ok. Enfin, genre vraiment, c'était une personne géniale, quoi. Mais tu le dis, effectivement, trop bien pour ta première fois. Mais c'est vrai que les fois d'après, avec d'autres partenaires, ça se passe pas forcément bien. Juste parce que tu as des relations sexuelles alors que tu n'en as pas envie, quoi. Et du coup, tu dis qu'on peut même parler de violence sexuelle sans agresseur. Ça peut... Oui, et en fait, c'est marrant parce que c'est ce que je disais dans le podcast où on a vraiment fait très attention à tous les mots qu'on utilisait pour bien exprimer ça. Et en fait, parfois, je me dis qu'il y a eu un agresseur d'une certaine façon parce que on en arrive toujours à cette question du consentement. Le consentement, c'est un outil juridique qui est hyper important, qui permet de traiter les cas d'agression sexuelle. Mais en réalité, quand des personnes doivent te convaincre à chaque étape non-stop d'aller à l'étape suivante, à ce point-là. On est sur un consentement on est sur un consentement qui est pas vraiment là en fait, c'est un consentement qui est forcé. Donc je dirais pas que j'ai été agressée sexuellement. Et d'ailleurs, il y a une ou deux fois très rapidement en fait, j'ai jamais réussi à finir mes rapports sexuels tels que c'est conçu dans les couples hétéros tels qu'on l'imagine, hein. C'est-à-dire que on en arrivait à la pénétration et là je réalisais que c'était le point de rupture et je disais non en fait juste c'est pas possible. Et je demandais ton corps il criait stop quoi. Ouais, et d'ailleurs je demandais aux hommes de se retirer et j'ai jamais eu de problème à partir de là. J'ai eu des personnes qui ont essayé de continuer de me convaincre de recommencer, mais c'est jamais allé plus loin. Donc en ça, j'ai pas eu d'agression sexuelle. J'acceptais toujours au fur et à mesure d'aller plus loin. Mais néanmoins, j'ai accepté parce que la personne en face faisait pression et que moi je me disais tu sais pas ce que c'est que le désir sexuel, t'as pas encore compris. Donc peut-être qu'il faut que tu fasses confiance à la personne qui est en face, qui elle a compris ce que c'était. Je suis pas sûr que ça puisse pas être qualifié d'agression sexuelle, mais la frontière est floue, quoi. Exactement. Et donc, moi, je me suis laissée convaincre par ces personnes à chaque fois. J'ai accepté aussi par pression sociale de me dire, d'une part, il faut que tu finisses par comprendre ce que c'est. De deux parts, ça va aller mieux avec la pratique. Hein, c'est d'autre part, l'appétit vient en mangeant, ce fameux truc. Ouais. Du coup, je me dis, si je suis dedans, peut-être que ça va venir. Si je vais un peu plus loin, peut-être que je vais venir. Je me dis aussi, peut-être que c'est ça, en fait, le désir sexuel et que j'ai du mal à le percevoir. Donc, il y a plein de raisons qui font que j'ai dit oui, alors que j'en avais pas envie. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que tous ces mecs-là, s'ils avaient fait attention, s'ils avaient ouvert leurs yeux,
ils auraient vu, ça devait être évident, enfin, ils le voyaient. C'est pas possible qu'ils ne le voyaient pas puisqu'ils devaient me convaincre que j'en avais pas envie. Et donc là, on arrive vraiment sur cette idée qui se développe de plus en plus de consentement enthousiaste. C'est-à-dire, pour rentrer dans des rapports sexuels, il faudrait que toutes les personnes dans la relation montrent un désir de sexe. Enfin, moi, je comprends même pas comment on peut avoir envie de sexe si l'autre personne n'a pas envie. C'est une activité à deux, en fait. C'est une activité de fusion des corps, de communion, quoi. C'est quelque chose de très intime. Et je comprends pas comment on peut avoir envie de rapport sexuel, à part dans un jeu de pouvoir, de montrer, de dominer, etc. Comment on peut avoir envie d'un rapport sexuel si les deux personnes n'en ont pas envie, si la personne avec qui tu as envie de partager ce moment n'en a pas envie. Parce que sinon, et c'est ce que je dis à chaque fois, la masturbation, ça existe. Et ça peut être incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est d'ailleurs mieux que seul. Parce que culturellement, on apprend implicitement aux mecs que les femmes aiment être dominées, etc. Et qu'il faut un peu et qu'il faut les convaincre. Et qu'il faut les convaincre parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. Et on apprend aux femmes qu'elles savent pas ce qu'elles veulent non plus. Et que c'est leur responsabilité de donner du plaisir aux hommes. Mais du coup, je trouve ça hyper important, ton travail. Et je suis très content de faire ce podcast parce que ça permet d'éviter des violences sexuelles ou des traumas divers et variés. Ouais, moi, c'est ce que je dis aussi vraiment tout le temps, c'est que moi, j'ai fait ce podcast pour aider les personnes asexuelles. Et sur ça, mission réussie, parce que je reçois des messages tout le temps de personnes de 15 à 75 ans qui me disent « Waouh, ça y est, j'ai compris quelque chose sur moi, je me sens mieux », qui ressentent le même soulagement que quand moi, j'ai réalisé que j'étais asexuelle. Mais si j'ai fait ce podcast aussi, c'est parce que, en parlant avec mes amis, bon alors oui, j'ai découvert que j'avais plein d'amis qui étaient asexuels. Ok. Mais toutes mes amies qui ne sont pas asexuelles m'ont dit, en fait, en parlant, on a réalisé qu'on avait quand même eu les mêmes expériences dans la vie. Ça les a aidés aussi. Ouais, et en fait, commencer à réfléchir à la sexualité en se disant, tout le monde ne ressent pas d'attraction sexuelle. Ça te pousse à te dire, on n'a pas tout le temps de l'attraction sexuelle. On n'a pas tout le temps du désir sexuel. Ça te pousse aussi à te questionner sur ta vie de couple, parce que la probabilité que deux personnes dans un couple aient la même envie sexuelle au même moment, et la même dynamique sexuelle dans leur vie au même moment, que ça soit toujours la même dans un couple. Je veux dire, la libido, le désir sexuel évolue au cours de sa vie. Et ça peut être en raison de, je sais pas, on a des enfants, on est fatigué, on a un traitement, juste on change, on évolue, on a un autre regard sur notre vie. Mais 36 000 trucs, en fait, qui font que le nombre de fois, entre guillemets, si on doit réfléchir quantitativement, où on a de l'attraction sexuelle pour quelqu'un, elle évolue dans le temps. Il y a des moments où on va être genre envie de sexe tout le temps, d'autres on va en avoir envie de moins. Et même les personnes vers qui on est attiré évoluent. Parce que tout ça, c'est quand même vachement une construction sociale, quoi. Genre, on nous apprend à être attiré par des gens, et donc du coup, on nous répète tellement qu'on finit par y croire et qu'on finit par le faire. Mais si on se dit, je peux aussi être attiré par des meufs, et du coup, on peut aussi changer un peu son regard sur les autres et commence à voir les meufs comme des personnes vers qui on pourrait être attiré. Donc voilà, donc ce podcast, il est vraiment pour pas que pour les personnes asexuelles ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, mais c'est vraiment l'objectif, c'était d'ouvrir une réflexion sur la place du sexe dans nos vies et la façon dont on vit nos attractions sexuelles. Ouais, moi ça me fait penser à toutes les personnes et souvent des femmes qui se forcent de temps en temps ou régulièrement à faire l'amour. Et dans ce que tu disais, par exemple, je pensais à, effectivement, il y en a, par exemple, c'est dans le couple, des fois, t'en as un qui préfère le matin et l'autre qui a jamais envie le matin parce qu'il est pas réveillé, et inversement, le soir. Enfin bref, comment t'apprends à dire non aussi et à pas culpabiliser de rejeter l'autre quand il a pas envie Ouais, et puis surtout, il y a un truc qui est hyper important. Moi, j'étais en couple quelques fois. Ça a jamais duré longtemps parce que, pour le coup, c'était pas tant sur le point sexuel, mais plutôt sur le fait que, en fait, j'étais aromantique, donc j'arrivais pas à tomber amoureuse. Mais je peux très bien avoir une vie de couple épanouie sans rapport sexuel, même si une personne a du désir sexuel. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut faire, et j'ai un épisode dans le podcast, je laisse la parole à des personnes asexuelles sur leur vie sexuelle, et il y en a notamment 2 qui sont en couple et qui me parlent de la façon dont elles gèrent en couple. Et elles sont très symptomatiques de ce que j'ai vu en parlant avec plein de personnes asexuelles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire juste on fait rien, et l'autre personne, soit elle se masturbe, soit elle gère, en fait, juste elle en a pas et ça la dérange pas tellement, parce qu'en plus, bonne nouvelle, moins on a de sexe, moins on en a envie, ou alors qu'ils vont avoir d'autres partenaires sexuels en dehors du couple. Il y en a d'autres qui vont choisir d'avoir des rapports sexuels, mais de les négocier autrement. Et en fait, le fait de savoir déjà
qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce niveau-là. D'en parler, en fait, juste. Et ça, c'est vrai pour tous les couples, hein, de dire, moi, en ce moment, je suis comme ça, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Déjà, ça enlève la pression parce que l'autre en face, les deux, en fait, on n'est pas sur un truc de la personne qui veut du sexe doit convaincre celle qui en veut pas. C'est de renverser la situation et de dire c'est la personne qui a le moins envie de sexe, en général ou à un moment en particulier, qui décide, en fait. C'est pas la personne qui a envie de sexe qui doit convaincre l'autre, c'est celle qui n'en veut pas, qui doit décider si elle en veut ou pas, qui doit donner son accord ou pas. Et ça change totalement les choses. Et dans le couple, c'est aussi de réaliser que le sexe n'est pas un objectif à atteindre pour la survie du couple, pour le bonheur du couple. En fait, c'est quelque chose qu'on fait ensemble pour se faire plaisir mutuellement. Et donc, on discute ensemble de ce qu'on fait quand on a des rapports sexuels, parce que les rapports sexuels, ça peut vouloir dire plein de choses différentes pour plein de personnes, mais aussi de discuter de quand est-ce qu'on en veut. Par exemple, au lieu de se forcer le matin parce qu'on n'a pas envie, mais que son partenaire en a envie, peut-être de discuter, peut-être de dire ok, bon, le matin, d'accord, parfois le matin j'en ai envie, disons le dimanche matin quand on a bien dormi, le samedi soir, tu vois. Voilà, c'est cette idée de se dire comment est-ce qu'on fait pour se retrouver à un endroit qui fasse plaisir aux deux personnes et que personne ne se force dans le couple. Et qu'en parler, en fait, c'est la clé pour avoir une relation saine. Et ne pas en parler, forcément, il y a plein de non-dits, il y a plein de frustrations et ça peut pas fonctionner comme ça. Pour reprendre la chronologie trame de ta vie, du coup, après tes premiers rapports à 25 ans, tu découvres justement ce concept d'asexualité. Et tu dis que quand tu finis par assumer que tu es asexuel, là, c'est la libération, quoi. Tu te sentais comment à ce moment-là ? La toute première fois que j'ai entendu parler du mot asexuel, et c'est normal que j'ai mis du temps à le découvrir parce que c'est un terme qui a une petite vingtaine d'années en fait, qui est, on en retrouve des traces dans l'histoire tout le temps. Mais avant la création d'Internet, c'était plus difficile pour la communauté asexuelle de se retrouver et vraiment de créer un mouvement, tout simplement parce qu'encore une fois, il y avait ce truc à la différence des homos ou des bi. C'est l'absence de quelque chose. Ouais, déjà c'est moins facile à comprendre parce que on ressent pas tout d'un coup quelque chose qui nous fasse ressentir qu'on n'est pas comme les autres. C'est plutôt l'inverse, donc c'est plutôt sur le long terme. Mais surtout, on n'avait pas besoin, on n'était pas visible puisqu'on n'allait pas chercher des relations sexuelles. Bref, donc ce terme-là, je l'ai découvert finalement assez tôt après sa création, mais j'ai ressenti un soulagement énorme de me dire waouh, en fait, il y a un terme. Okay. Ouais, en fait, il y a un terme pour décrire qui je suis pas la seule. Tu t'es dit tout de suite, c'est moi, ça me correspond. Oui et non. Parce qu'il y avait aussi une peur énorme, parce que c'était vraiment le tout début, et même les mouvements LGBTQ+, étaient beaucoup moins... moi, j'étais plus jeune aussi, je les connaissais moins, ils étaient moins implantés dans la société, il y avait moins de modèles. Donc, moi, je me disais toujours que... c'était pas possible. Alors je me considérais pansexuelle à l'époque, donc j'avais aucun problème à pas être hétéro, mais en revanche ne pas être sexuelle, moi je pensais réellement, en fait j'avais tellement enregistré ça que j'ai même pas fait les recherches suffisantes pour réaliser que on pouvait être asexuel et être en couple. Et moi à l'époque je me disais ok, pour être heureuse faut que je sois en couple, ça c'est une évidence pour moi, et je peux pas être en couple si j'ai pas de rapport sexuel. Et donc j'ai un peu paniqué quand je l'ai découvert et j'ai mis longtemps. Sexuel, tu peux pas être heureuse. Voilà, donc j'étais là genre waouh, ça me correspond tellement ce truc. Je suis pas la seule, c'est génial, mais je veux pas l'être. Donc il y avait ce truc de déni, un petit peu de soulagement et de déni en même temps. Et j'ai mis quelques années, et notamment quelques années où j'ai eu la chance d'être dans des couples avec des super personnes qui m'ont beaucoup aidé à réaliser que même avec les meilleures personnes, je ressentais pas de désir sexuel, que j'étais pas amoureuse, et surtout, moi, progressivement, en vieillissant, de réaliser que j'étais finalement très bien dans ma vie, non sexuelle, non romantique. Qu'est-ce que vous me faites chier avec toutes vos injonctions là ? Moi, je suis heureuse, en fait. En fait, j'ai réalisé à un moment que, en fait, j'étais très bien quand j'étais célibataire. D'avoir été en couple, ça m'a fait réaliser que j'étais très bien quand j'étais célibataire, et ce qui me faisait chier, en fait, c'était de chercher le sexe, c'était de chercher les rapports, les relations de couple. Et dès que j'ai arrêté... tout le monde, en fait. Ouais, non, mais c'est chiant, quoi. Et encore, parce qu'il y en a qui y arrivent, ça aboutit sur quelque chose. Moi, ça aboutissait sur rien, quoi. C'était vraiment du temps perdu, de l'énergie, à me poser 20 000 questions, de me dire comment est-ce que je vais savoir si je suis attirée par cette personne, parce que je ressens jamais rien, comment je vais savoir. Et donc, bref, du coup, ça a dû te libérer d'une énorme charge mentale et...
Ah, tu devais être trop légère, quoi. Bah ouais, c'est comme Virginie Despentes qui dit que quand elle a commencé à sortir avec des meufs, elle a eu l'impression de rajeunir. C'est un peu la même chose. J'ai eu l'impression d'être enfin en paix. Et c'est quelque chose qui s'est vachement traduit dans tous les niveaux de ma vie. Parce que vraiment, tous mes amis, toute ma famille m'ont trouvé progressivement changée au fur et à mesure où je commençais à accepter le fait que j'étais un peu asexuelle, que j'étais un peu aromantique. Je dis ça un peu parce que c'est un peu comme ça que je me disais au début, quand j'assumais pas trop. Je disais, je suis un peu asexuelle, je suis peut-être asexuelle. Et progressivement, plus je disais pas un peu, plus je disais genre, je suis plutôt asexuelle, je suis carrément asexuelle. Je me suis sentie de mieux en mieux, et même dans mon corps, je suis beaucoup plus, je suis mieux dans ma peau. Je suis moins tendue, je suis moins même dans mes relations avec les hommes, parce que j'avais des relations avec des hommes qui étaient compliquées, parce que j'avais vachement peur que ça, c'est un truc qui s'est développé dès le collège en fait, qu'ils voient la façon dont je me comportais avec eux comme de la drague, et j'étais là genre oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais si la personne croit que je la drague, parce que à l'époque, encore une fois ça change un petit peu mais pas tellement que ça non plus, je pensais que si on commençait quelque chose il fallait aller jusqu'au bout. Et donc grosse panique quoi, genre si quelqu'un pense que je le drague nécessairement il faut qu'on couche ensemble quoi, grosse panique. Donc je suis aussi maintenant beaucoup plus à l'aise quand je suis en soirée, quand je parle avec des nouveaux hommes, parce que je sais que maintenant il suffit de dire que déjà je suis pas obligée de me forcer, même si cette personne croit que je les drague, ça va, parce que je maîtrise pas du tout le code de la drague. Moi, il y a plein de gens qui maîtrisent pas les codes de la drague, hein. Voilà, une de mes rares relations ça a été en fait la personne pensait que je la draguais depuis 1 an, et j'étais là genre ah bon, c'est ça, draguer? Mais je savais pas, moi j'avais jamais dragué avant. Et surtout maintenant, je sais que je peux dire, je suis bien dans mes baskets, et je dis genre, ah non, je suis désolée, je suis pas attirée. Je l'ai déjà dit d'ailleurs à quelqu'un, j'ai dit genre, que j'avais rencontré en vacances, et j'ai dit genre, il m'avait rien dit, c'est juste moi qui ai abordé le sujet, qui dit, tu sais, genre, franchement, tu me plais vachement. Mais le truc, c'est que je suis asexuelle et aromantique, et du coup, tu me plais pas comme ça. Mais si je l'étais vraiment, je serais grave allée vers toi. Et je pense que dans notre relation, du coup, je pense que lui, ça lui a fait du bien de l'entendre aussi. De se dire, ok, je suis pas en train de me faire un truc dans ma tête, s'il y a quelque chose qui se passe entre nous deux, et moi, ça m'a soulagée. Voilà, ça m'a soulagée de pouvoir lui dire, enlevons cette tension. Gardons la tension un peu où on s'amuse, où on apprend à se découvrir, mais enlevons cette tension puisque ça va pas se passer, et ça permet à la relation amicale, du coup, d'avancer autrement. Moi, je suis à 3000% pour exprimer et clarifier ses besoins et ses envies. Et tu m'as fait trop rire parce que tu racontes que t'as mis effectivement quelques années à l'accepter, et tu dis j'avais honte, je peux pas être un loser qui a pas de vie sexuelle. Moi, je suis cool, je veux être cool et tout. Mais tu sais, petite anecdote, donc j'ai fait la couverture de Télérama donc c'était un sujet sur les asexuels, et donc je suis là en couverture, donc on a fait un photoshoot, je suis arrivée avec plein de vêtements, ils m'ont choisi des vêtements, un total look blanc qui du coup pop énormément parce qu'il y a un fond blanc, et ils m'ont dit qu'ils voulaient qu'on soit en mode genre que en tout cas pour la couverture ça soit en mode genre on est là, on est vénère et on va se faire respecter quoi. Et donc du coup je fais un regard intense, et en fait ce cliché des asexuels qui sont asexuels parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la bonne personne, parce que personne ne veut d'eux, est tellement fort que dans des groupes d'asexuels qui, à mon avis, savaient pas que j'étais dans les groupes, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était horrible parce que j'avais l'air de pas aimer la vie, d'être chiante, d'être mal baisée, l'équivalent, quoi, et du coup, les personnes n'étaient pas contentes, en fait. Je me suis pratiquement fait engueuler, quoi, parce que j'avais pas l'air suffisamment joyeuse. Et il y a toujours cette idée qu'il faut avoir l'air tout le temps, constamment. Peut être assez sexiste aussi. Voilà, on n'est pas le bonheur. On n'est pas une bonne asexuelle si on n'est pas baisable. C'est un peu cette idée, quoi. Alors que tu peux aussi mettre en avant le côté militant, badass, et j'assume qui je suis, et allez vous faire foutre, quoi. Enfin... Ouais, je pense que je suis carrément moins baisable, entre guillemets, selon les critères de la société maintenant, parce que ça libère aussi vachement d'arrêter de se demander si des gens pourraient être attirés sexuellement par nous, quoi. Maintenant, je m'habille vraiment comme j'ai envie, parce que je suis pas là en train de me dire, est-ce que je peux être perçue? Est-ce que si quelqu'un me rencontre dans la rue, il aura envie de sortir avec moi? Est-ce que en allant faire mes courses, je pourrais rencontrer quelqu'un et tout ça? Non, en fait, je me pose plus ces questions, donc voilà. Ici, vous avez des désirs amoureux, mais pas forcément sexuels. Pour moi, c'est clair que c'est un truc dont tu dois parler assez rapidement, parce que la plupart des gens ont envie d'avoir des rapports sexuels, donc c'est aussi une question d'honnêteté. Et je me demandais, toi, à quel moment t'as choisi consciemment d'être célibataire? Ou est-ce que tu l'as jamais choisi? Si, je l'ai choisi. À un moment, j'ai dit j'arrête d'utiliser les applis. Et si je trouve quelqu'un, je trouve quelqu'un.
Et puis à un moment j'ai réalisé qu'en fait j'avais pas envie, donc c'est plutôt que ça arrivait graduellement en fait. Je me suis dit non mais en fait maintenant j'avoue que je me vois pas tomber amoureux, je me vois plus être en couple. Puis à un moment j'ai réalisé que j'étais aromantique, j'étais là genre ah ouais vraiment en fait je vois pas dans quel monde ça serait trop possible. La flemme, quoi. Et puis ouais grave moi je trouve que ça prend vachement d'énergie tout ce que ce que les gens m'en disent, je suis là genre waouh ça vous prend de l'énergie d'être en couple en plus. Après moi je me dis à chaque fois je pense que c'est peu probable, mais c'est probable que je rencontre quelqu'un. Je pense pas que je serais amoureuse. Vraiment, c'est comme demander à un mec gay s'il pense qu'un jour il sera attiré par une meuf. Franchement, je pense pas. Mais je pense qu'il est probable que il est possible plutôt que probable que un jour j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, amicalement par exemple, de cohabiter ensemble, de faire des plans ensemble. Il y a plein de façons dont on peut être dans des relations qui ne sont pas des relations amoureuses. On peut planifier, on peut avoir des gens qui sont très présents dans notre vie et que ça ressemble pas au couple classique. Ça peut, c'est-à-dire on peut être romantiquement en couple avec quelqu'un et on le visualise pour le reste de sa vie, mais on veut pas vivre ensemble. Ça peut être on vit avec sa meilleure amie. Ça peut être moi par exemple, je suis très proche de ma sœur. Je passe pratiquement toutes mes vacances avec ma sœur. Voilà, je sais pas quelle forme vont prendre mes relations dans le futur, mais je trouve ça en fait un peu excitant de savoir que il y a tellement de choses à construire et tellement de relations qui peuvent ressembler de façon plus fine à ce dont moi j'ai envie et ce dont les personnes que j'ai dans ma vie ont envie, et que ça veut pas nécessairement dire être en couple ensemble dans la même maison avec 2 enfants, qu'il y a tellement plus de possibilités et de gens avec qui on peut construire quelque chose de fort. Ouais. Là, parmi les gens qui nous écoutent, je me dis il y a sûrement tout un spectre, comme tu l'évoquais, de gens qui sont clairement pas asexuels, d'autres qui le sont clairement, et entre les deux toute cette zone de gris. Est-ce que maintenant que toi du coup t'as découvert cette communauté de ces cercles de personnes asexuelles, est-ce que tu peux nous dire un peu les différents profils possibles qui existent? Souvent sur internet on voit plein de termes, et c'est un peu pour se moquer un petit peu. Oh regardez les scléiosexuels, les demisexuels, les grisexuels. Moi j'ai tendance à dire que tous ces termes-là, ils sont pas vraiment destinés à être utilisés par le grand public. Certaines personnes veulent définir de façon très fine leur relation avec leur désir sexuel, avec leurs attractions sexuelles. Donc si vous trouvez que ce que je vous dis, ça correspond un peu mais pas totalement à ce que vous ressentez, n'hésitez pas à aller sur internet. Il y a plein de termes qui vous permettent de définir très finement votre orientation sexuelle, et qui vous permettent aussi de parler avec des gens qui utilisent le même terme que vous pour s'identifier. Après, en réalité, moi, je n'utilise que 2 termes en plus de asexuel pour décrire les différents types de personnes qui peuvent être sur le spectre de la sexualité. Je parle beaucoup des demisexuels, qui sont des personnes qui ressentent de l'attraction sexuelle avec une personne quand il y a une très forte relation, enfin qui peuvent ressentir du désir sexuel pour quelqu'un quand il y a une très forte relation qui a déjà été créée. Donc ça quand peut t'as être envie de faire l'amour entre guillemets que avec quelqu'un que t'aimes déjà. Voilà, du coup un peu cette notion du coup de faire l'amour quoi. Donc je connais des personnes effectivement qui n'ont jamais ressenti d'attraction pour personne, pas pour un acteur, pas pour un pote, pas pour machin, juste pour la personne dont elles sont tombées amoureuses. Et puis on parle aussi pas mal des grès sexuels. Donc la grey de grey en anglais, gris, on dit certaines personnes disent aussi gris sexuel en français. Et là c'est cette idée que ils ressentent un peu d'attraction sexuelle, mais ils sont bien en dessous de ce que la société attend de ces personnes. Et toutes ces personnes-là, en fait, sont dans le terme asexuel ou ace. On peut le voir derrière, ce magnifique livre qui s'appelle Ace, qui est en anglais et qui est absolument génial si vous posez des questions sur ce sujet. Ace de asexual. Donc, et c'est aussi un petit jeu de mots, parce que quand on est un ace, on a un as. Donc, nous, les asexuels, on est genre vraiment des as, quoi. Et dans ces groupes, j'imagine qu'il y a aussi plein de gens qui sont asexuels mais qui l'assument pas, ou qui à chaque fois qu'ils vont faire l'amour, ils vont se forcer peut-être en se bourrant la gueule ou en prenant de la drogue pour moi qu'ils n'ont pas envie. J'ai une amie qui depuis quelque temps se revendique asexuelle et qui dit que ça a changé sa vie en fait, et ses relations en couple aussi, et qui m'a dit en fait, quand je lui en ai parlé la première fois, elle m'a dit oui, enfin ce que tu me racontes c'est comme tout le monde. J'étais genre non, je crois pas. Et qui 6 mois plus tard m'a dit je crois que je suis demisexuelle, et qui m'a dit qui maintenant est sobre, mais qui a eu des moments, qui a pris énormément de drogue à des moments de sa vie, et qui m'a dit en fait je réalise que j'ai jamais eu de rapport sexuel sobre, parce que j'avais besoin de ça pour y arriver. Et ça, voilà, on voit en fait tous
tout ce que cette pression sexuelle, c'est énorme sur sa vie, l'abus de substances, le fait de se forcer. Moi, il y a vraiment eu un moment où je me sentais très mal dans ma peau. En fait, plus je me forçais, plus je me sentais mal, avec des traumas parfois, avec se mettre dans des situations qui sont graves aussi, hein. Quand on décide d'avoir du sexe à tout prix, ou qu'on se force, ou qu'on sait plus dire non, ça peut être très grave. Et bon, je dis ça juste en passant, mais il y a aussi des personnes qui partent dans beaucoup de personnes aussi qui vont dans qui font des thérapies de conversion aussi, poussées par leur famille ou poussées par elles-mêmes, pour réussir à ressentir ce désir sexuel. Je sais plus pourquoi je te disais ça, mais oui, voilà, tu me parlais des personnes qui étaient dans le déni. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, soit parce que elles connaissent le mot mais elles en veulent pas, soit parce qu'elles connaissent pas le terme. Moi, j'ai une autre amie qui connaît le terme et qui l'assume pas vraiment, parce que elle dit que c'est comme un deuil. En fait, il faudrait qu'elle fasse le deuil de la vie qu'elle avait toujours rêvé. Et pour le coup, ça, c'est vrai que tout le monde y passe, mais tout le monde n'y arrive pas à faire ce deuil de cette vie normale, entre guillemets, fantasmée, dont on nous a appris à rêver depuis la primaire, hein. C'est ce qu'on racontait sur le collège, comment on nous apprend à jouer et à rêver de ce couple hétéro. Puis le deuil, ça prend du temps, quoi. Et le deuil, ça peut prendre du temps, et certaines personnes n'y arriveront jamais, et c'est tout à fait valide. Moi, je raconte mon histoire, et je raconte justement comment j'ai mis du temps, parce que je trouve que c'est important, en fait, de dire prenez votre temps. Si vous y arrivez, l'important, c'est que vous sentiez mieux dans votre peau. Et si pour vous sentir mieux dans votre peau, c'est écouter des personnes asexuelles et vous dire c'est intéressant et pas aller plus loin, et que rien que ça vous fait du bien, et ben ça vous fait du bien. Si pour vous, c'est dire à tout le monde que vous êtes asexuel et en parler partout, faites ça. Mais moi, je vois aussi pas mal de personnes qui m'écrivent et qui me disent que elles en ont parlé à personne et que ça leur va très bien, ou que c'est juste leur partenaire sexuel qui est au courant et ça leur va très bien. Parfois, il suffit juste de savoir qu'on est asexuel, en fait, déjà, pour que ça aille mieux, et on n'a pas nécessairement besoin d'en parler. Donc c'est vraiment, vous choisissez le mot qui vous va le mieux, que ça soit aucun mot, que ça soit asexuel, que ça soit demisexuel, grisexuel, un autre terme que je connais même pas, mais que vous allez trouver sur des forums. Voilà, l'important, c'est vraiment ces mots, c'est des outils qui sont là pour vous faire du bien, et la façon dont vous parlez de votre sexualité, il faut choisir celle qui vous fait du bien. Il y a aucune obligation, même si vous êtes asexuel, à dire que vous êtes asexuel. Personne ne peut décider pour vous si vous êtes asexuel, demisexuel, hétérosexuel, bisexuel. C'est à vous de voir, en fait. Pas seulement en fonction de votre pratique, mais aussi en fonction de ce que vous avez envie de dire à la société. Si vous avez envie de dire à tout le monde que vous êtes pansexuel alors que vous pensez que réellement vous êtes asexuel, c'est ok, hein, y a pas de problème. C'est vous qui choisissez ce que vous dites, c'est du déclaratif. C'est là pour vous aider. C'est comme si tu dis je suis végétarien. T'as le droit de tricher. Personne va te... Pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur de parler d'asexualité ? Moi, je trouvais en tout cas qu'il n'y avait pas de ressources. Quand j'en ai eu besoin, il n'y avait pas de ressources qui en parlaient bien. Il y avait des ressources, mais qui en parlaient souvent mal. Et on en voit toujours à l'heure actuelle, hein, de moins en moins, mais il y a toujours des gens qui disent n'importe quoi. Et vraiment, n'importe quelle personne asexuelle est là, genre, tout est faux. Notamment les gens qui disent asexués. Ils vont interviewer des personnes asexuelles pendant tout l'article, et qui vont finir par dire en titre asexué et machin truc. Et je suis là, genre, non, asexué, c'est... Alors, il y a personne qui est asexué d'être humain, en fait. Il y a aucun être humain qui est asexué. Il y a des êtres unicellulaires qui sont asexués, mais tout le monde a un sexe. Même s'il correspond pas au sexe binaire qu'on l'imagine, tout le monde a un sexe. Voilà, donc il manquait vraiment de ressources, d'une part qui en parlent avec les bons mots et qui disent la réalité. Et c'est aussi ça qui a fait que je me suis un peu perdue quand j'ai découvert le terme, c'est que souvent les articles disaient n'importe quoi, et mélangeaient la sexualité avec le célibat, avec plein de choses. Il manquait aussi beaucoup de modèles de personnes asexuelles et heureuses, qu'elles soient en couple ou pas en couple. Mais il manquait les deux, en fait. Il manquait des personnes asexuelles en couple et des personnes asexuelles célibataires qui étaient heureuses. Et du coup, moi, en tant que journaliste, j'ai voulu créer ces modèles, et surtout, j'ai voulu aller plus loin, parce que aller plus loin que l'article de qu'est-ce que c'est que la sexualité. Et c'est pour ça que j'ai écrit des articles sur les personnages asexuels dans les séries. Il y en a dans Sex Education, il y en a dans Mental, il y en a dans Et si tout commence, qui sont 2 séries françaises. J'ai voulu creuser un peu plus loin. Donc j'ai fait notamment une enquête dans Néon sur les agressions sexuelles faites sur les personnes asexuelles, et en quoi elles sont spécifiques, et en quoi les personnes asexuelles sont plus à risque pour plein de raisons que j'ai plus ou moins un peu évoquées au fur et à mesure, parce que c'est des personnes qui sont plus facilement attaquables, et qui attirent plus les agresseurs aussi. Donc voilà, je me suis dit, voilà, moi j'ai envie que la sexualité soit plus accessible à tout le monde, mais aussi qu'elle soit plus
plus étudié et qu'on en parle plus sérieusement. Et donc voilà, c'est un mix de je ressentais le besoin personnellement, j'étais curieuse en fait de mieux comprendre qui j'étais, et un mix de j'avais envie que tout le monde, asexuel et non asexuel, comprennent mieux ce qui se passe, parce qu'en fait ça va rendre la société meilleure, et moi mon objectif dans la vie c'est juste que tout le monde soit plus heureux, quoi. T'as des histoires ou des témoignages de l'impact que ton travail a pu avoir? Ah ouais, mais plein. Enfin, vraiment, je reçois plein de messages, et il y a un effet boule de neige aussi à chaque fois, c'est que plus j'en parle, plus les gens en parlent. Et le fait d'avoir fait la couverture dans Télérama, c'est incroyable en fait. Je sais que moi, ça me fait rire parce que j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, j'ai des potes quand on parlait à table, et je leur ai dit, ouais, c'est ma pote. Et donc vraiment, il y a plein de gens qui en parlent en fait à table, et qui en ont parlé entre eux, et qui se sont demandé ce que c'était. Alors plein pour dire que c'était n'importe quoi, encore un truc de milléniaux qui s'inventent des trucs, voilà. Souvent les gens disent, ah oui, ils ont moins de 30 ans, et je suis là genre, vous avez lu l'article? Il y a pratiquement que des gens qui ont entre 35 et 40 ans, quoi. Genre, calmez-vous. C'est pas du tout un truc récent. Mais cette conversation, ouais, j'ai des amis qui m'ont dit, une fois, j'étais à un resto en plein milieu de la Provence avec des sexagénaires qui avaient l'air d'être un peu bourgeois, coincés, et je les ai entendus quand parler, qui disaient, oui, je lis pas trop les sujets de Télérama, d'habitude, société, mais là, j'ai lu ça, c'était hyper intéressant. Et je trouve ça ouf, en fait. Grâce à cette couverture, et aussi grâce à plein d'autres articles, hein. Libé en a parlé aussi. Enfin, Libé, c'est peut-être un peu plus attendu, mais grâce à ces articles, on rentre dans le quotidien de ces personnes qui vont lire ça et pour qui ça va changer. Et je me rappelle, il y a pas longtemps, j'ai eu un message de quelqu'un de 75 ans sur Instagram qui m'a écrit pour me dire que ça l'avait libérée d'un poids, et qu'elle en avait pleuré, et que c'est toute sa vie, en fait, qui, tout d'un coup, elle comprenait mieux sa vie et elle se sentait libérée à 75 ans. Mais moi, c'est pour ça que je fais mon travail, en fait. Et de même qu'il y a des parents qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ah, je crois que je commence à mieux comprendre mon enfant. Je suis là genre, mais ouais, enfin genre oui, ça vaut tous les trolls, ça vaut tout le travail non payé, ça vaut les années où j'ai proposé des sujets sur la sexualité et personne n'en voulait. Ouais. Ça vaut tout ça. Génial. Tu l'as dit, comme l'homosexualité ou d'autres orientations sexuelles, c'est pas du tout nouveau. Voilà, il y a toujours eu des personnes asexuelles. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris maintenant, contrairement aux idées reçues, voilà, c'est pas une maladie, c'est pas le résultat d'un trauma sexuel, etc. Mais je me demandais, est-ce que on a des infos sur est-ce que la sexualité s'explique? Est-ce qu'on sait si c'est, j'en sais rien, plus une question hormonale, génétique, culturelle, ou est-ce qu'en fait c'est une orientation sexuelle comme une autre? Mais du coup, en préparant l'interview, je me suis demandé ce que dit la science pour l'homosexualité, par exemple. Est-ce que si c'est plutôt inné ou acquis? Acquis ne voulant pas dire choisi, évidemment. En fait, j'ai l'impression qu'on n'en sait rien, quoi, qu'il y a très peu de recherches là-dessus. Il y a des recherches qui ont été faites. Le problème, c'est que historiquement, ces recherches, on ne sait jamais dans quelles mains elles vont tomber. Les nazis ont quand même interné beaucoup de personnes gays, un peu moins de lesbiennes, mais quand même aussi des personnes lesbiennes, et on fait notamment des expérimentations sur ces personnes-là dans des labos pour les guérir de leur homosexualité. Donc, la question de trouver l'origine de l'homosexualité, elle est touchy. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que c'est probablement multifactoriel. C'est probablement un mix d'inné et d'acquis. Et que la sexualité, c'est peut-être la même chose. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, enfin, légèrement, c'est l'évolution du désir sexuel et de l'attraction sexuelle dans sa vie. Et il y a des personnes qui m'écrivent régulièrement et qui me demandent est-ce que je suis asexuelle, parce qu'avant j'avais plein de rapports sexuels et je me sentais attirée sexuellement par des gens, et maintenant j'en ai plus. Et ben si ces personnes-là ont envie de choisir si le terme asexuel leur va là maintenant, et ben elles peuvent l'utiliser. C'est un outil, en fait. Donc il y a cette idée d'orientation sexuelle comme outil qui est hyper intéressante, je trouve. C'est quelque chose qui se fait déjà un peu dans les milieux LGBTQ+, où par exemple des personnes bi vont dire moi je préfère m'identifier comme lesbienne maintenant, parce que politiquement ça va mieux, et que même si je peux ressentir du désir sexuel pour un homme cisgenre et hétérosexuel, j'en ai pas envie. C'est pas quelque chose qui me donne envie à l'heure actuelle. Ouais. Et on parlait aussi de science. Il y a eu peu de choses qui ont été faites dans la science sur la sexualité jusque récemment, parce que les gens voyaient ça comme un non-sujet. Et en fait, depuis le début de la sexologie, on a vu il y a toujours eu des gens qui ont répondu qu'ils n'avaient pas d'attraction sexuelle pour autrui. Et juste, on les mettait de côté, parce que ce qui intéressait les sexologues, c'était le sexe, et pas les gens qui en avaient pas envie, qui ressentaient pas d'attraction.
Et au début du podcast, tu disais qu'il y a 1% de la population qui se ressent asexuelle. Ouais. Et c'est pas vraiment qui se ressent asexuelle, parce que c'est toujours le problème de la science. C'est même pas ça, en fait. Généralement, on a tiré ce chiffre des personnes qui disent ne jamais avoir ressenti aucune attraction sexuelle dans leur vie. Donc déjà, ça fait beaucoup. En réalité, comme on l'a vu, les personnes asexuelles, il y en a qui en ressentent un peu, parfois, une fois, pour une personne. Et en plus, si on sait pas ce que c'est que le désir sexuel, l'attraction sexuelle, eh ben, c'est difficile de dire non. Moi, tu m'aurais demandé ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, oui, j'imagine que j'ai ressenti du désir sexuel pour un homme et pour une femme. Parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire, et parce que j'avais même pas imaginé que c'était possible de pas en ressentir. Et donc là, plus que 1%. Il y a beaucoup plus que 1%. C'est vraiment un consensus chez tout le monde, en fait. C'est que chez toutes les personnes qui étudient la sexualité, que ce soit dans le militantisme ou dans la recherche, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes que 1%. Moi, je le vois autour de moi. Le nombre de mes amis qui ont réalisé être asexuels, même parmi mes amis qui avaient beaucoup de rapports sexuels, c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Mais genre, t'imagines que c'est, j'en sais rien, 3, 5 Moi, je suis pas sociologue, ouais. je vais pas du tout faire ça. Mais ce qu'on sait, et c'est pareil avec les autres orientations sexuelles, c'est que plus on parle de la diversité des vies sexuelles, de la diversité des attractions sexuelles, parce que bon, vie sexuelle, attraction sexuelle, désir, c'est pas les mêmes choses, hein, c'est pas parce qu'on ressent des choses qu'on agit dessus, c'est pas parce qu'on agit dessus qu'on ressent des choses. Plus on en parle, plus les gens ouvrent leur façon dont ils pensent au désir. Et en fait, d'avoir toute de savoir qu'il existe tant de diversité d'attractions sexuelles, de désir sexuel, ça permet aux gens de réfléchir autrement, de se poser d'autres questions, d'ouvrir les possibles, en fait, de penser à leur sexualité différente. Et on voit dans les statistiques qu'il y a de plus en plus de personnes LGBTQ+. Ouais, mais c'est parce que des personnes se permettent, en fait, de réaliser ce dont elles ont envie. Et ça va être exactement pareil avec la sexualité. Dans 30, 40, 50 ans, je suis très curieuse de voir combien il y aura de personnes qui se déclarent homo, gay, bi, asexuels. Tout ça, à mon avis, ça va complètement changer. Là, on a vraiment passé un cap. Et je pense que dans le futur, ça va complètement changer. Et on le voit dans la jeune génération. Pour le coup, je connais personne qui soit trentenaire comme moi, qui se soit revendiqué, qui a réalisé qu'elles étaient asexuelles au collège ou au lycée. Enfin, pratiquement personne. Même s'il y en a une dans mon podcast, mais c'est très rare. Alors que maintenant, moi, quand je parle un peu avec des personnes LGBTQ plus jeunes, il y en a plein qui me disent, ouais, moi, je sors avec une nana, elle est asexuelle. Je suis là, genre, waouh! Alors peut-être que, après aussi, il faut apprendre à se comprendre. Moi, j'ai eu plein d'étiquettes avant d'arriver à asexuelle, hein. Au début, j'ai dit que j'étais bi. Après, je me suis dit que je me demandais si j'étais pas lesbienne. Et puis, j'ai fait, non, je suis pan. Puis après, je me suis dit, peut-être que je suis demisexuelle. Et maintenant, je suis vraiment arrivée à l'étiquette où pour la première fois, je doute plus, en fait, il y a une recherche de qui on est, de ce dont on a envie. Et donc, peut-être que des ados qui se considèrent asexuels vont changer d'avis plus tard. De même qu'il y en a qui se considèrent bi, homo, hétéro, qui changent d'avis plus tard. Mais globalement, ce qui était intéressant, je dis ça parce que ça veut dire que maintenant, il y a des ados qui se disent, dès le départ, je peux ne ressentir aucune attraction sexuelle. Et ça, je trouve que c'est hyper libérant de voir que les jeunes, maintenant, ne pensent plus à la sexualité comme nous, on l'a pensé, et qui sont prêts à s'écouter et à pas se forcer. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et c'est marrant parce que même si t'as jamais eu de désir sexuel pour quelqu'un, t'as toujours voulu un enfant. Et je trouve que ça fait carrément écho à un épisode précédent avec Johanna Luyssen qui a eu un enfant seul par choix. Comme toi, où grâce à une banque de sperme danoise, tu es l'heureux parent d'un enfant de 1 an, je crois. Félicitations. Ouais, presque 1 an. Ouais, mais ça n'a en fait rien à voir. Enfin, quand on mais dans nos têtes, si. Mais quand on y réfléchit... Mais quand on y réfléchit, on ne veut pas d'un enfant parce qu'on a envie de baiser. Enfin, ça n'a aucun rapport. Oui, il faut baiser, normalement, avec une personne qui a un système reproductif complémentaire. D'accord. Mais rien ne dit que ça doit se faire parce qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Et historiquement, les couples n'étaient pas des couples amoureux ou des couples où il y avait nécessairement du désir sexuel. Je pense qu'on regarde dans l'histoire, la majorité des enfants sont nés de désirs sexuels qui n'étaient pas voulus dans le sens qui venaient pas d'un désir sexuel. C'était genre juste, ok, maintenant il faut un enfant parce que toutes les familles ont un enfant, donc comment on fait? Parce qu'il n'y avait pas de contraception. Ou parce qu'il n'y avait pas de contraception, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants viennent pas... la façon dont on fait les enfants a toujours été beaucoup plus diverse, encore une fois, que ce qu'on nous laisse croire dans la société. Et moi, j'adore, je vous recommande vraiment le bouquin de Johanna Luyssen et d'écouter l'épisode avec Johanna, parce que Johanna est pas asexuelle. Donc Johanna elle est dans ton podcast aussi?
Non, mais je dis l'émission, ton Ah, le mien, d'accord, ok. Voilà. Fais mon autopromo. non, voilà, je suis super sympa. Ouais. Parce que Johanna a plein de choses, dit plein de choses hyper intéressantes et que c'est aussi une histoire qui est très complémentaire de la mienne. Déculpabiliser sur le célibat. C'est ça, le chemin vers la parentalité solo ou la coparentalité choisie. Ces chemins peuvent être très très différents. C'est pas la même raison qui nous a poussé à aller là où on est allé, mais on se retrouve sur plein de points. On se parle aussi, on en parle souvent et je trouve que c'est hyper encore une fois libérateur de savoir que c'est pas lié en fait. On peut avoir envie d'être en couple et pas avoir envie d'enfant. On peut avoir envie d'enfant et pas avoir envie d'être en couple. On peut avoir envie d'être en couple avec des enfants et pas avoir envie de rapport sexuel. Tout ça, c'est possible. J'en profite pour tous les gens qui nous écoutent là, si vous kiffez cet épisode et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La majorité d'entre vous n'êtes pas abonnés et ça m'aide énormément. Est-ce que tu aurais un message pour la majorité des gens là qui nous écoutent qui sont pas asexuels? S'informer sur la sexualité, pour moi, c'est de la curiosité, de même que sur l'homosexualité, les transidentités, etc. C'est important à la fois pour mieux se comprendre, parce que ça, c'est des sujets qui sont mine de rien universels, qui traversent des trames qui sont universelles, mais qui sont aussi importants pour comprendre les gens qui nous entourent. Et c'est pas parce que vous pensez que vous ne connaissez personne d'asexuel et personne de trans, etc., que vous en connaissez pas. En réalité, par exemple sur la personne trans, il y a des stats qui prouvent que la grande majorité des personnes trans ne sont pas identifiées comme trans au travail, par leurs amis, etc. Ils ont fait ça il y a longtemps et maintenant c'est quelque chose qui est dans leur passé. Et je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que c'est la même chose avec les personnes asexuelles. Il y en a qui sont asexuels mais qui vont pas vous le dire parce que ça leur pose pas de problème. D'autres qui le sont mais qui vont pas vous le dire parce que ça leur pose un problème, parce qu'ils vont pas oser. Et en fait, oui, ils sont pas envie, ils sont pas obligés non plus, quoi. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que s'informer sur la sexualité, c'est hyper important pour savoir quoi faire si un jour quelqu'un nous dit qu'il est asexuel, pour savoir soutenir une amie qui peut-être l'est, pour savoir dire à une amie ou à un ami qui va vous dire je me suis forcée parce qu'il faut bien le faire, et lui dire non, t'as pas à le faire. Toutes ces petites choses-là, en fait, qui font que mieux comprendre la sexualité, ça permet d'être une meilleure personne en règle générale. Mieux comprendre toutes les minorités en règle générale, ça vous aide à être un meilleur ami, un meilleur oncle, une meilleure grand-mère, parent, tout ça, quoi. Et c'est hyper important. Et j'en parle un peu dans mon podcast. Je parle de ma relation avec mon enfant. Et en règle générale, je travaille beaucoup, ça va vraiment être le sujet de cette prochaine année professionnellement, c'est sur l'éducation des enfants, parce qu'on pousse les enfants très très jeunes à on dit très vite des bébés, oh là là, toutes les filles vont tomber à ses pieds, etc., etc. Tout ça, ça fait pas du bien en fait à nos enfants, et ça leur ferait vachement de bien si on arrêtait d'imaginer toute façon sexuelle et tourner autour de les préparer pour devenir des futures personnes en couple hétérosexuel. Et en fait, même en tant que parents, du coup, ça ferait vachement de bien parce que les parents essayent de se questionner un peu plus sur ça et ce qu'ils disent à leurs enfants et la façon dont ils présentent les couples, les familles. Achetez à vos enfants des livres dans lesquels il y a des parents solo, dans lesquels il y a des parents en couple homo, parce que tout ça, c'est des choses qui, mine de rien, pour les enfants, ça les imaginaires. Au lieu de changer l'imaginaire plus tard et de galérer, en fait, si on crée le bon imaginaire dès le départ, et si on leur montre dès le départ que tout est possible, c'est des enfants qui vont se permettre de mieux se comprendre et de mieux comprendre leurs autres compagnons et compagnonnes de vie, quoi, de classe, etc. Donc, voilà. C'est même pas idéologique, c'est juste représentatif de la diversité. C'est pas du tout idéologique. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis une militante radicale, de gauche, qui veut tuer les valeurs familiales, etc. Okay. Je laisse ces personnes de côté. C'est pas la réalité. Moi, ce que je veux juste, c'est que les personnes que toutes les expériences de vie soient respectées. Et c'est pas juste soit toléré. Je déteste ça, le mot tolérer. Oui, être tolérant, c'est genre à gerber, quoi. C'est pas une question de genre c'est notre monde hétéro et on vous accepte, on vous tolère. C'est pas ça. Un petit carré dans le coin. Là, voilà. Non. C'est juste la majorité des personnes, je pense honnêtement, à l'intérieur, si on s'écoutait vraiment, ne rentrent pas dans la norme. Et c'est juste de se dire comment on fait pour que tout le monde arrive à s'exprimer et à accepter les autres tels qu'ils sont et à les aimer. Donc voilà,
s'informer sur toutes ces minorités, ça permet d'être une meilleure personne. Et inversement, est-ce que tu as un message pour les 1% ou plus de % de personnes asexuelles ou qui s'interrogent sur leur asexualité qui nous écoutent? Bah là, ça va être la même chose, informez-vous. J'ai parlé de mon podcast un peu pour faire mon auto-promo, parce que voilà, je suis là pour ça, écoutez Free From Desire, sur toutes les bonnes plateformes sur toutes les plateformes de podcast. Mais il y a aussi beaucoup d'autres ressources. Je parlais du bouquin Ace de Angela Chen qui est derrière moi, qui est disponible qu'en anglais. Okay. Mais là, j'ai encore reçu un livre sur la sexualité en français, donc il en existe aussi. Il y a des sites, il y a des groupes de réflexion. Mais vraiment, mon message principal, même si vous n'avez pas envie de vous renseigner et que vous n'êtes pas dans un délire d'appartenance à une communauté ou quoi que ce soit, juste faites ce que vous voulez, quoi. Genre vraiment, moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est juste faites ce que vous voulez. Dites non, dites oui, mais faites en sorte que ça soit ce dont vous avez envie. Trop bien. Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire, c'était hyper intéressant. Merci Aline. Allez écouter du coup son podcast Free From Desire. Et si cet épisode vous a plu, vous risquez de kiffer celui qu'on a évoqué. J'ai fait un bébé seul par choix, et celui avec Alice Coffin sur les lesbiennes et le lesbianisme politique. Oui, vraiment, écoutez Alice Coffin et lisez son livre. Abonne-toi et envoie ce podcast à un ami qui a une vie sexuelle très riche ou pas du tout. Merci beaucoup Ali, ciao tout le monde.